have arrived in the canyon. That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Nous allons aujourd'hui discuter avec Jacques Demange, qui est écrivain et docteur en études cinématographiques et atter à l'université de Toulouse de Jean Jaurès. Vous êtes essayiste, collaborateur à la revue Positive, une revue de cinéma légendaire, et vous êtes critique littéraire pour le site Ciné Chronicle. Et vous êtes spécialisé sur l'étude de l'acteur de cinéma et le cinéma moderne. D'ailleurs, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, nous allons parler d'une actrice, une comédienne, que vous connaissez tous et toutes, Nathalie Portman, sous-titre Dualité, on parlera de ça, pourquoi Dualité. Le livre est édité chez Leitmotiv et je salue Jean-François Jaunet pour la conception, pour l'aide apportée à la conception de cette émission. Je suis très content que cette émission soit axée autour d'un jeu d'acteurs, d'actrices, et en l'occurrence d'une comédienne, car je pense qu'il est effectivement important, très important, que la critique de cinéma privilégie beaucoup plus son regard sur le cinéma à travers le corps des comédiennes et comédiens. Je pense que c'est quelque chose de primordial. Mais avant qu'on rentre dans le sujet, juste bonjour, comment allez-vous? Très bien, merci, bonjour, j'espère que vous allez bien vous aussi. Et merci Très de bien. m'accueillir dans cette émission. Bon, voilà, première petite question, très basique, très simple, même si vous l'expliquez très bien d'ailleurs dans le livre, et je trouve que c'est assez judicieux la manière comment vous l'expliquez. Juste, comment cela s'est passé? Pourquoi Nathalie Portman? Que s'est-il passé? Est-ce qu'il y a eu un déclic? Alors, il y a effectivement eu un déclic, c'est-à-dire que en tant qu'enseignant, je propose à mes étudiants d'analyser des séquences, et je leur ai proposé d'analyser une séquence tirée de Burning, qui est un film sud-coréen de Lee Chang-dong, donc à des milliers d'années-lumière, si on veut, de Nathalie Portman. Et il s'agissait d'une séquence où un personnage féminin se met à danser devant la caméra. Bon, très bien. Et beaucoup d'étudiants, au cours de leur analyse, avaient évoqué Black Swan avec Nathalie Portman. Donc ça leur faisait penser à Black Swan en faisant des comparaisons plutôt intéressantes et pertinentes. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que effectivement, pour une génération de spectateurs et de spectatrices, le film de cinéma sur la danse, c'était Black Swan. Et l'actrice qui, au cinéma, incarnait la danse, bah, c'était Nathalie Portman. Et donc à ce moment-là, ça m'a donné envie de revoir Black Swan, parce que c'est un film qui était sorti en salle en 2011, que j'avais pas revu depuis un certain moment. Donc j'ai revu Black Swan, et là évidemment, en revoyant Black Swan, la question de la dualité s'est imposée d'elle-même, puisqu'effectivement le film de Aronofsky repose totalement sur cette question de la personnalité duelle du personnage de Nina, la danseuse, interprétée donc par Nathalie Portman. Mais ce qui est je trouve assez beau, assez joli dans cette anecdote, c'est le fait que ça soit une génération qui n'est peut-être pas forcément la vôtre et la mienne d'ailleurs, qui C'est ça, vous pousse à c'est regarder ça. autrement et différemment les choses, parce que vous l'aviez déjà vu ce film, que vous aviez trouvé intéressant, etc. Mais il Tout a à fallu que ça fait. soit une autre génération. Et je trouve que ça, c'est très important, Bah, cette c'est- c'est- situation-là. c'est- c'est intéressant parce que c'est là où on se rend compte qu'effectivement, bon, d'abord, en tant qu'enseignant, on a beaucoup à apprendre de nos étudiants, c'est évident, mais que le cinéma, c'est aussi une question de partage, mais qui va dans les deux sens. C'est-à-dire que souvent, on a envie de faire découvrir des films aux plus jeunes, mais on se rend compte que aussi les plus jeunes sont capables de nous faire redécouvrir certains films à nous, les plus anciens. Et ça, c'est effectivement assez beau. Et c'est vrai que c'est grâce à eux, grâce à cette nouvelle génération, que j'ai revu Black Swan sous l'angle de Nathalie Portman. Et que ça donne quelque chose de différent. Le sous-titre, et d'ailleurs vous l'avez évoqué, c'est dualité, dualité au pluriel. C'est Est-ce que ça. ça, cet aspect-là, cette thématique-là, est-ce que elle a été une évidence quand vous avez commencé à vous intéresser de nouveau à Nathalie Portman, ou est-ce qu'elle est venue vraiment progressivement? En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que bon, revoyant Black Swan, la dualité s'imposait d'elle-même, puisque la dualité, c'est l'enjeu Mm. dramatique, hein, si on veut, du scénario de Black Swan. Et à ce moment-là, j'avais un peu réfléchi, j'ai commencé à revoir la filmographie de Nathalie Portman, j'avais pas encore l'idée de l'ouvrage, si vous voulez, en tête, mais ça m'a donné envie de redécouvrir les films de Portman, et les revoyant par le prisme de Black Swan, cette question de la dualité me semblait omniprésente. Par ailleurs, et c'est ça qui était intéressant, quand je me suis intéressé à la persona de Nathalie Portman, c'est-à-dire à sa personnalité publique en tant que star, je me suis rendu compte à nouveau que cette question de la dualité était présente. Pourquoi? Tout simplement parce que Nathalie Portman, aux yeux de ses admirateurs et des spectateurs en règle générale, apparaît
selon deux images, si on veut. D'abord, comme une vedette intellectuelle. Hein. Puisqu'au moment où sa carrière cinématographique était complètement lancée, Nathalie Portman a débuté des études supérieures à Harvard. Elle a même décroché un master en psychologie. Donc elle a toujours développé, incarné cette idée de star intellectuelle et aussi de star engagée, chose qui s'est encore affirmée ces dernières années avec son implication très forte dans le mouvement #MeToo à Hollywood et la question des droits des femmes partout dans le monde. Donc il y avait ce côté engagé. Et d'un autre côté, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que Nathalie Portman, donc, elle renvoie à cette image d'intellectuelle, de vedette engagée, et en même temps à la vedette glamour par excellence, puisque Nathalie Portman continue d'être l'égérie de la marque Dior. Hein. Et puis Mhm. par ailleurs, Nathalie Portman de développer, là encore, ce côté un peu glamour qui fait le propre de la star hollywoodienne. Et donc, je me rendais compte que au sein de sa personnalité artistique et publique, la dualité était effectivement inscrite dans son ADN d'actrice et de star. Et c'est quelque chose qu'on retrouve notamment à travers la caractérisation de ses personnages, mais aussi à travers son style de jeu. Mais est-ce que ce que vous dites peut se retrouver aussi chez certaines actrices de l'âge d'or hollywoodien? Je pense par exemple à Katharine Hepburn, par exemple, ou alors Tout à fait. beaucoup plus tard comme Jodie Foster, par exemple. Est-ce que cet aspect-là, cette personnalité-là, c'était aussi une manière finalement de se préserver, de se défendre aussi par rapport à une espèce de mainmise comme ça de la jante masculine? Il faut dire les choses comme elles sont. Oh, mais tout à fait, c'est aussi quelque chose qu'on a par exemple chez Marilyn Monroe. Hein, c'est-à-dire que Marilyn Monroe qui incarnait l'érotisme, c'est un sexe symbole. Marilyn Monroe, à un moment donné dans sa carrière, elle va dire, je suis pas qu'un sexe symbole, je suis aussi intellectuelle, je suis aussi une actrice qui réfléchit en fait et qui réfléchit à son art, et c'est pour ça qu'elle va à New York faire l'acteur studio pour dire voilà, je suis pas que un sexe symbole, je suis pas qu'un symbole. Hein. Je suis aussi effectivement une actrice, c'est-à-dire une artiste, donc qui réfléchit, qui crée et qui, en ce sens, développe une véritable réflexion. Donc, effectivement, on peut retrouver cette idée-là à travers énormément de figures d'actrices qui traversent l'histoire d'Hollywood, mais pas seulement. On peut aussi penser au cinéma français. Et ça peut être effectivement un moyen de se défendre. Et ce qui est intéressant, c'est de remarquer que chez les personnages de Nathalie Portman, cette dualité-là, justement, va permettre à ces personnages de se défendre par rapport à ce que vous disiez, par rapport à la jante masculine. C'est quelque chose qui est notamment présent dans Closer, hein, qui est un peu un film Mhm. pivot, Closer, dans la filmographie de Nathalie Portman. Donc, Closer, qui est donc réalisé par Mike Nichols, que Nathalie Portman connaissait bien, parce qu'ils avaient déjà travaillé ensemble en fait au théâtre. Sur l'adaptation d'une pièce de Tchekhov. Et en fait, dans Closer, entre adultes consentants, le titre français, hein, Nathalie Portman interprète le rôle d'une jeune femme qui semble d'abord totalement se soumettre au regard des personnages masculins qui l'entourent. C'est-à-dire qu'elle incarne deux images, à la fois une image de sexe symbole et à la fois une image de candeur de la femme innocente. Et on se rend compte au fur et à mesure de l'avancée du film que ce personnage féminin, en fait, c'est elle qui domine et qui joue avec les personnages masculins, avec le regard qu'ils portent sur elle. Et qu'elle va justement apprendre à déjouer leur regard et à décevoir leurs attentes pour affirmer son autonomie. Et ça, à partir de Closer, ça s'affirme clairement dans la filmographie de Nathalie Portman, et c'est quelque chose qu'on va retrouver dans énormément de ses rôles suivants. C'est effectivement ce personnage féminin qui prend conscience qu'elle n'apparaît aux yeux des hommes que comme un objet, et qui va donc en jouer, en surjouer souvent, pour Mhm. devenir sujet autonome et créateur. J'ouvre une petite parenthèse parce que j'ai quand même omis Oui, de dire quelque chose de très important. Déjà, la préface signée Christian Viviani, ce qui n'est que pas je des mots, remercie. ce qui est assez important. Et dans cette préface, il parle surtout de votre intérêt pour la question du corps de l'acteur et de l'actrice. Et il faut savoir que vous avez écrit un livre qui s'appelle L'Amérique de Robert Redford, toujours édité chez Leitmotiv, et un autre livre sur Michelangelo Antonioni, d'un regard à l'autre, avec en couverture la regrettée Monica Vitti qui a décédé récemment. Juste, c'est vraiment une digression et j'ouvre une petite parenthèse et après on revient au livre, même s'il y a des connexions. Ça m'intéresserait de vous entendre sur cette question-là du corps, le fait que pour vous, il est important de travailler sur ça, que ça dit quelque chose du cinéma, d'une période, d'un geste, par exemple, on dit souvent la nouvelle vague, c'est les auteurs, mais quand on s'intéresse, mais c'est surtout d'abord, avant tout, des corps. Je veux dire, c'est Belmondo, c'est Brialy, c'est Carina, et on peut comprendre beaucoup de choses.
J'aimerais vous entendre là-dessus, sur le travail, sur le corps, qui encore aujourd'hui, je pense, n'est pas aussi, c'est pas aussi démocratisé. Bon, alors d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que par rapport à ce travail du corps, chez Nathalie Portman, je reviens d'abord sur Nathalie Portman, ça s'imposait de Mm. faire, puisque encore une fois, en fait, je suis venu par elle, par le biais donc des étudiants qui évoquaient la question de la danse, donc du corps chorégraphique, et donc d'un corps qui se met lui-même en scène. Donc forcément, la question du corps, elle était centrale dans ma manière d'aborder l'œuvre et la filmographie de Nathalie Portman. Mais cette question du corps, effectivement, elle est essentielle au cinéma, puisque finalement, l'acteur affirme sa présence principalement par le biais de son corps. On peut découper son jeu par le biais du montage, on peut post-synchroniser, n'empêche son corps, sa présence, elle sera toujours là, effectivement. Et le fait que vous évoquiez la nouvelle vague, le fait que vous évoquiez Monica Vitti, ça nous fait penser au cinéma moderne. Et effectivement, le cinéma moderne, ce qui est intéressant, c'est que c'est un cinéma qui, sans aller dans des idées reçues, mais tout de même, se distingue par sa capacité à créer des temps morts. Des temps morts qui passent notamment par le silence, par l'absence de dialogue, par l'absence d'action. Et dans ces moments-là, dans ces moments de pure suspension de l'action, dans ces moments de silence, là, le corps de l'acteur prend tout son sens. Parce que toute l'énergie du film, toutes les significations qu'on peut trouver à l'intérieur du plan, semble passer effectivement par le corps de l'acteur qui, lui, est toujours présent. Et donc qui s'exprime, qui continue à créer un dialogue, mais un dialogue souterrain, un dialogue silencieux, qu'on n'entend pas, mais que l'on voit et que l'on ressent. Donc effectivement, cette question-là, on peut totalement les lier, ces différents ouvrages, et notamment à travers la question du regard. Puisque ce qui caractérise peut-être le mieux l'acteur au cinéma, au-delà de son corps et de sa présence, c'est le regard. Parce que le regard, il est partout, notamment à travers les gros plans, où l'acteur peut dire énormément de choses, tout et son contraire, à travers un seul regard. Et ça, c'était notamment sensible chez certains acteurs, alors chez Monica Vitti, notamment chez Antonioni, où la question du regard est centrale, mais on la retrouve aussi par exemple chez Robert Redford, qui est un vrai acteur du regard. C'est quelque chose aussi qu'on a en partie chez Nathalie Portman, qui va toujours travailler ses gros plans. Alors moins, pas forcément uniquement par la question du regard, même si c'est important, mais par exemple en ajoutant un geste à l'intérieur du gros plan. Elle vient palper son visage, elle vient poser sa main contre sa joue. Et donc on a toujours, à travers les gros plans de Nathalie Portman, un rappel du corps. En disant, voilà, je ne suis pas qu'un visage, je ne suis pas qu'un gros plan, je suis aussi un corps qui agit, je suis un corps qui joue. Et ça, c'est génial parce que chez Nathalie Portman, tous ces gros plans, en quelque sorte, sont parasités par ces gestes qui viennent s'inscrire à l'intérieur de cette échelle de plans pour rappeler, voilà, je ne suis pas seulement un objet qu'on photographie, qu'on filme, je suis aussi une actrice et je continue de jouer même dans mes gros plans. Vous décidez de revoir ou de voir les films dans lesquels joue Nathalie Portman. Vous en mettez quelques-uns de côté parce qu'il y a la dualité qui s'impose. Et ensuite, il y a cette idée d'écrire un livre, un essai. Et la question, très simplement, comment vous avez pensé la construction, l'architecture du livre? Alors, l'architecture du livre, en fait, moi, ce dont je me suis rendu compte en revoyant la filmographie de Portman, c'était une première chose, c'est que ce qui est assez génial avec Nathalie Portman, ce qu'on n'a pas avec tous les acteurs, c'est qu'on l'a découvert au cinéma alors qu'elle était encore enfant. C'est-à-dire qu'en fait, on l'a vu grandir à l'écran, Nathalie Portman, parce qu'elle commence dans Léon, elle a 11-12 ans, en gros. Et on l'a vu grandir, on l'a vu évoluer, et on l'a vu devenir une jeune femme, puis commencer à incarner des rôles de mère, par exemple, à l'écran. Donc on a eu une évolution extrêmement sensible du point de vue de la caractérisation de ses rôles, puisqu'au début, elle jouait des petites filles, des préadolescentes, des adolescentes, puis des jeunes femmes et des femmes. Et on a eu aussi une évolution au niveau de son jeu. Et c'est ça qui est super, en fait, c'est qu'on se rend compte que déjà dans ses premiers rôles, je pense à Léon de Luc Besson, on va retrouver des gestes, des attitudes, des démarches, des postures qu'on va retrouver chez la Nathalie Portman adulte, avec quand même la présence de modifications. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a l'impression que effectivement, Nathalie Portman, c'est une actrice avec laquelle on a grandi. Et notre regard à nous a évolué, le regard qu'on pose sur elle a évolué en même temps que son jeu et que sa physionomie s'est développée. Et ça, c'était une idée que je trouvais assez belle, ce qui fait que j'ai commencé à structurer l'ouvrage en fonction de ça, c'est-à-dire de façon très traditionnelle, de manière chronologique, en me disant, voilà, finalement, suivons Nathalie Portman, année après année, décennie après décennie, et pour voir effectivement comment ses rôles évoluent. Après, la question des rôles, c'est quelque chose que je fais assez souvent
et que j'ai retenu notamment de l'enseignement de Christian Viviani, que je remercie à nouveau d'avoir signé la préface, mais aussi d'autres personnes, d'autres universitaires qui ont beaucoup travaillé sur acteurs de cinéma. Je pense à Christophe Damour à Strasbourg ou à Michel Ciotat de la revue Positif. C'est-à-dire que s'intéresser d'abord au rôle, après s'intéresser au jeu de l'acteur, voir comment les deux dialoguent toujours ensemble, et puis ensuite commencer à s'intéresser à la représentation. C'est-à-dire comment finalement le corps, le jeu est mis en scène par les cinéastes avec lesquels l'actrice ou l'acteur a collaboré. Il y a le premier véritable film dans lequel joue Nathalie Portman, c'est Léon. Bon, et elle a, Oui, je crois, 14 ans, quelque chose comme ça, c'est ça, en ouais, tout ouais, cas. ouais, ouais. Et c'est intéressant parce qu'effectivement, ensuite, d'autres films vont arriver et vous en parlez, il y a cette idée du corps qui se découvre, que l'on découvre, mais aussi un corps Mm, qui est regardé par des cinéastes. c'est ça. Et, euh, et, et, et avec le recul, j'ai envie de dire, enfin, vous, comment vous analysez cette première période-là, de cette manière qu'ont les cinéastes, très souvent des hommes, de regarder ce jeune corps et par exemple dans le film Léon, qui est assez, qu'on oublie même un peu qu'elle a 13 ans. Ce travail comme ça, assez ambigu aussi. Alors oui, effectivement, c'est intéressant parce qu'avec Léon, on a cette ambiguïté qui est présente, c'est-à-dire que le corps de Nathalie Portman, qui est encore adolescent, voire préadolescent, hein, je dirais même, est montré sans aucune pudeur. Et ce qui est Mm. intéressant dans Léon, et on se dit que c'est effectivement quelque chose qu'on ne pourrait plus faire aujourd'hui, hein, pour de bonnes ou de mauvaises raisons d'ailleurs, c'est d'évoquer la question du désir à partir d'un corps d'adolescente, ou plutôt de préadolescente. Ce qui peut être extrêmement ambigu, mais qui me semble quand même assez bien fait dans Léon, parce que même s'il n'y a pas de pudeur, il y a quand même un respect, on sent vraiment de l'actrice. D'ailleurs, Nathalie Portman est jamais revenue sur sa collaboration avec Luc Besson pour dire que ça s'était mal passé, pas du tout. Par contre, elle, ce dont elle retient quand même de la première partie de sa filmographie, c'est qu'elle est très rapidement apparue aux yeux du public, effectivement, comme un objet de désir. Et que quand on est une toute jeune femme, comme elle l'était à l'époque, ça a été extrêmement compliqué à gérer. Et effectivement, c'est quelque chose qu'on ressent dans certains de ses films, et je pense notamment à travers son personnage dans Star Wars. Puisque Star Wars, c'est donc, elle apparaît dans le Star Wars épisode 1 en 99, elle va jouer dans l'épisode 2, puis dans l'épisode 3. On se rend compte que son personnage d'Amidala est extrêmement stéréotypé de ce point de vue-là. Mm. C'est-à-dire que dans le premier Star Wars, elle apparaît encore un peu comme une sorte comme une adolescente dans toute sa candeur, on va dire, c'est l'innocence incarnée, c'est la pureté incarnée. Dans l'épisode 2, elle commence à se sexualiser, mais elle devient vraiment un objet de désir. Et dans l'épisode 3, elle incarne totalement la fonction de la mère, c'est-à-dire qu'elle est limite écartée du champ, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'elle est uniquement là, présente pour procréer, hein, pour donner naissance à Anakin et à Anakin, excusez-moi, à Luke et à Leila, et donc pour que la saga continue. Et c'est intéressant parce que Nathalie Portman était revenue sur Star Wars en disant qu'elle n'aimait pas vraiment ses interprétations dans ses films, qu'elle trouvait qu'elle jouait pas très bien. Et moi, me semble-t-il, c'est pas ça le problème, c'est pas le fait qu'elle joue pas bien, non, elle joue très bien dans ces trois films. Mais c'est que effectivement, je pense qu'à ce moment-là, elle sent vraiment que on la met, on la place et on la filme dans des rôles totalement stéréotypés. Et c'est pour ça qu'à nouveau, Closer va être une vraie libération pour elle. Déjà, ça va lui permettre, je me permets de revenir sur ce film parce que vraiment, ça me semble être un film pivot dans sa filmographie. Déjà, ça va lui permettre de travailler avec Mike Nichols. Mike Nichols, c'est un cinéaste qui aime diriger les acteurs, qui aime discuter avec les acteurs. Nathalie Portman est souvent revenue sur cette collaboration en disant que c'était important, que Mike Nichols organisait des projections avec ses acteurs à la fin des journées de tournage pour leur montrer des films du patrimoine, pour discuter avec eux de ces différents films. Il y avait vraiment une question de dialogue et de collaboration. Et par ailleurs, on a l'impression que Mike Nichols a vraiment compris dans Closer le problème de Nathalie Portman en tant qu'actrice. C'est qu'effectivement, elle arrivait à un moment donné où, oui, elle incarnait aux yeux de toutes et de tous un objet de désir, un pur objet de désir, et qu'elle pourrait très bien tomber dans le symbole, hein, le sex symbole finalement. Nathalie Portman, sex symbole. Et ça aurait été extrêmement compliqué à gérer. Ce qui fait que Mike Nichols, ce qu'il lui propose de faire, c'est d'incarner vraiment un sex symbole à l'écran. C'est un sex symbole dans ce film. Et en même temps, à nouveau, au fur et à mesure où le film avance, on se rend compte que c'est pas que ça, que c'est bien plus compliqué que ça. Et c'est pour ça que Closer, ça a été pour moi libérateur pour Nathalie Portman, parce que ça lui a permis de clôturer la première partie de sa filmographie. Et maintenant, c'est terminé. Je vais plus jouer à ce jeu-là un peu ambigu sur l'érotisme, sur l'innocence, sur la sexualité. Et en même temps, je vais vraiment pouvoir m'affirmer à l'écran et affirmer mon corps à l'écran. Et oui, mon corps est peut-être désirable, mais il est aussi désirant, mon corps. Et c'est ça qu'elle nous dit dans Closer.
en fait. Et c'est pour ça que pour moi, voilà, c'est un film pivot. Et à ce moment-là, elle va commencer à interpréter ses rôles d'une autre manière et à les aborder d'une autre manière. Et les cinéastes avec lesquels elle va travailler, surtout, vont la considérer autrement. Alors, la connexion est importante parce que ensuite il y a tout ce chapitre qui s'appelle Les regards de la femme. Il y a 4 films que vous utilisez: Free Zone de Amos Guita, et Les fantômes de Goya de Milos Forman, Jackie de Pablo Larraín, et V pour Vendetta. Je me souviens plus du cinéaste, mais je sais que c'est produit par les sœurs Wachowski, si je me trompe pas. Non, mais voilà, on se Voilà. rappelle que c'est produit par les Wachowski surtout. Mais c'est un film qui ressemble beaucoup au style des Wachowski, c'est pour ça. Moi, c'est vrai que la première fois que j'avais vu, je me dis, ok, c'est les Wachowski. Non, c'est pas eux qui l'ont réalisé. C'est Mais ça, effectivement, exactement. ça ressemble, voilà, tout à fait. Mais moi, je me souviens de ces 4 films, et c'est ce que vous en parlez d'ailleurs dans tout ce chapitre, parce qu'il y a plusieurs sous-chapitres. Il y a un moment ou un autre, elle va l'expérimenter, son propre corps. Elle va le malmener, elle va l'emmener très loin, que cela soit de manière frontale, comme dans V pour Vendetta, ou que cela soit peut-être beaucoup plus intériorisé, comme peut-être que dans Jackie. Est-ce que c'est ça forcément la deuxième partie de sa filmographie? Est-ce que ça fait partie de ces regards de la femme dont vous parlez dans le livre? Voilà, moi, il me semble qu'à partir de la seconde partie de sa filmographie, elle commence vraiment à dresser un nouveau regard, elle, sur son corps, sur la manière d'appréhender son corps et sur la manière de représenter son corps. Et ce que vous dites, c'est intéressant parce que effectivement, ces films sont liés par le fait que effectivement le corps apparaît entre guillemets malmenée, c'est-à-dire qu'on sent que Nathalie Portman a envie de se montrer différemment. On pense par exemple au crâne rasé dans V pour Vendetta où elle casse un peu son image de sex symbole là, mais c'est aussi un corps qui est brisé de l'intérieur. Et ça, c'est notamment sensible dans Free Zone, avec ce long plan séquence qui ouvre le film, où elle pleure pendant environ 7, 8, 9 minutes, où elle s'arrête pas de pleurer, elle se reprend, où là, le fait d'utiliser un plan séquence, c'est respecter le jeu de l'acteur, respecter le jeu de l'acteur et son développement, son évolution dans la durée. C'est ça que permet le plan séquence. Et on sent vraiment que c'est ça. C'est-à-dire qu'elle veut montrer qu'il y a une intériorité en elle qui doit se libérer, s'exprimer à l'écran. C'est parfaitement restitué donc dans le plan séquence d'introduction de Freezone, mais c'est aussi quelque chose qu'on a dans Jackie, hein, ce qui est assez incroyable effectivement. On a ce double jeu de corps malmené qui est recouvert de sang après l'assassinat de Kennedy, où effectivement elle se lave, elle essaye d'enlever ce sang, mais ce sang ne s'en va pas, on a l'impression que ce sang ne peut pas s'en aller. En même temps, on a cette intériorité qui est brisée et qu'on ressent notamment à nouveau à travers ce corps qui plein de langueur vient se déplacer à l'intérieur de l'écran, à l'intérieur de ces différentes chambres, espaces de la Maison Blanche. Hein. Kennedy est mort, elle va devoir quitter cette habitation. Et là, toute la tristesse du personnage passe par le déplacement du corps. Et la manière qu'a Pablo Larraín de filmer Nathalie Portman à ce moment-là, on a l'impression qu'effectivement, c'est une chorégraphie. C'est vraiment une chorégraphie, c'est un corps chorégraphique, c'est un corps qui se déplace à l'intérieur du champ cinématographique pour exprimer des émotions sans passer par la voix, sans passer par le dialogue, mais simplement effectivement par l'esquisse d'un geste, par une démarche particulière, par la respiration, parce que la respiration, c'est éminemment important chez Nathalie Portman, qui a joué un rôle de danseuse, mais aussi un rôle de chanteuse dans Vox Lux. Hein, et ce côté, la respiration, c'est quelque chose qu'on a très souvent chez elle, pour nous rappeler qu'effectivement, à l'intérieur d'elle, il y a quelque chose qui doit sortir et qui passera pas de façon extrêmement concrète par une ligne de dialogue, mais qui va passer effectivement par une expression purement corporelle. Mais il y a aussi comment dire, cette possibilité, ce concours de circonstances, de trouver, en plus des scénarios importants, des cinéastes aussi, généralement hommes, qui ne la regardent pas comme un fantasme. Et ça, c'est assez important, je pense. Et Ah oui, rare, tout à fait. très rare. C'est aussi important que rare, et c'est quelque chose qu'on retrouve même chez des cinéastes qui vont comprendre que oui, il y a quelque chose à faire avec ce corps désirant et ce corps désirable. Je pense à Ivan Reitman, par exemple, dans Sex Mm. Friends, qui est une sex-comédie où on pourrait se dire le corps de Portman va être uniquement sexualisé, mais non, pas seulement. Effectivement, Ivan Reitman, le regretté d'ailleurs Ivan Reitman, comprend aussi que Nathalie Portman, c'est une vraie actrice qui peut exprimer énormément de choses par son corps. Et c'est là où c'est intéressant avec ces cinéastes, c'est de comprendre que Nathalie Portman, c'est pas seulement un corps représenté, un corps objet, mais c'est un corps expressif. Mais ce qui est super, c'est que ça peut arriver même au détour d'une seule séquence. Je pense à Retour à Cold Mountain, qui est en fait un western. Nathalie Portman a un tout petit rôle dedans.
Et bah, dans ce rôle-là, ce qui est génial, c'est qu'au début, elle apparaît comme une jeune mère, très innocente, qui va se réfugier, dans les bras du personnage masculin interprété par Jude Law et à la fin de la séquence, elle apparaît comme une femme forte et autonome et c'est elle qui prend les armes pour défendre sa famille et pour défendre son corps. Donc effectivement, on va avoir ces cinéastes-là qui vont comprendre avec Nathalie Portman et grâce à Nathalie Portman que le corps féminin ne doit pas seulement être représenté en tant que corps-objet, mais aussi en tant que corps-sujet, et que c'est un corps expressif. Et donc, ce corps-là peut créer quelque chose à l'intérieur du cadre. Page 138, vous écrivez: c'est sans doute, pardon, excusez-moi, entre l'expression intense de l'intériorité et le marquage du corps, le jeu de Nathalie Portman ne cesse de puiser dans la coda du jeu théâtral pour l'articuler aux spécificités de la technique cinématographique. Chez elle, la qualité instinctive de la présence scénique s'accorde à la figuration permise par l'image cinématographique. Là où le théâtre lui permet de convoquer l'unité, la totalité d'un corps pris dans le moment présent de sa représentation, le cinéma lui assure la possibilité de décomposer son jeu pour insister sur la grâce du détail. En gros, ce que ça signifie, c'est que le langage du théâtre, l'ambiance du théâtre, ce qui représente le théâtre, c'est quelque chose qui va l'aider à s'imposer au sein même du cinéma, mais de manière différente. Le théâtre lui permet de travailler autrement le corps et de le rendre peut-être beaucoup plus cinématographique. C'est très paradoxal, d'ailleurs, c'est Mais intéressant en même temps. c'est assez paradoxal. Bon, ce qu'il faut retenir avec Nathalie Portman, c'est que c'est vrai qu'elle, elle commence à entrer dans le monde de l'art, en quelque sorte, par la danse. Donc en fait, par une pratique scénique. Ensuite, elle va travailler au théâtre, Nathalie Portman, en parallèle de ses activités au cinéma. Et effectivement, c'est une actrice, mais notamment par la pratique de la danse, qui a toujours cette conscience du corps comme unité. Or, au cinéma, le corps de l'acteur est assez peu souvent caractérisé par l'unité parce qu'on va le découper par le montage, que ce soit par le biais d'inserts sur une main, sur des bras ou par le biais justement des gros plans. On a l'impression qu'à chaque fois, Nathalie Portman, elle, va rappeler, non mais avant tout, hein, je suis un corps qui bouge, hein, je suis un corps qui s'exprime, et c'est pour ça que notamment j'évoquais ces micro-gestes qui viennent parasiter ces gros plans, hein, cette main qui apparaît à l'intérieur du gros plan, alors que normalement dans le gros plan de la star, la main n'apparaît pas, il n'y a que le visage, non, elle fait apparaître sa main, pour dire je continue à jouer, mon corps est toujours là. Donc il y a toujours cette unité-là qui passe par la division justement du montage. Et c'est génial parce que effectivement, on a l'impression que elle a absolument tout compris au langage cinématographique. C'est-à-dire qu'elle a su totalement adapter son jeu, mais en même temps, c'est normal. Elle a commencé actrice enfant ou préadolescent. Donc, effectivement, elle a grandi avec cette idée du jeu comme ça, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, je vais apparaître découpé à l'écran, mais il ne faut pas que j'oublie de jouer. Il ne faut pas que j'oublie de rappeler aussi au spectateur que je joue. Et c'est pour ça qu'effectivement, que ça soit dans un gros plan, que ça soit par le biais d'un insert, on a toujours la totalité du corps de Nathalie Portman qui se rappelle à notre esprit. Le dernier chapitre du livre, c'est autre chose, c'est un aspect de la dualité d'ailleurs, certainement. Vous l'intitulez Jouer avec son image, c'est la dualité de la star, c'est donc voilà l'aspect de la starification, le fait aussi qu'elle est l'égérie de Christian Dior, donc elle fait des pubs. Et c'était très important pour vous de consacrer un chapitre à cet aspect-là. Oui, alors pour moi, c'était important, c'est ce que je vous disais au début de notre entretien, hein. C'est-à-dire que Mm. moi, au moment où j'ai commencé à réfléchir à la dualité, je me suis rendu compte quand même en tant que vedette, elle reposait sur une personnalité duelle entre le glamour et l'intellectuel. Et quand on évoque une actrice du rang de Nathalie Portman, c'est pas possible de faire l'impasse sur sa fonction de star. C'est possible de le faire, par exemple, j'avais travaillé sur Joaquin Phoenix, Joaquin Phoenix qui refuse les réseaux sociaux, qui voilà, acteur totalement investi et qui joue pas du côté star, même s'il a un côté un peu subversif, c'est pas ça son credo. Alors que Nathalie Portman, si vraiment, elle s'affirme comme star. Donc pour moi, c'était évident. Et moi, ce que j'ai remarqué avec sa fonction de star, c'était que outre ses pubs dans Dior qui ont pu renforcer son côté glamour, évidemment. Et ce qui est intéressant en plus, c'est que l'esthétique des publicités Dior, on va la retrouver dans certains autres de ses films, hein. C'est ce que je remarque notamment ou par le biais d'un motif, je pense au motif de l'eau, qu'on retrouve dans les pubs Dior et qu'on va retrouver dans des films contemporains à ces publicités-là. Mais par ailleurs, on a l'impression que Nathalie Portman a voulu jouer et déjouer son image de star aussi en passant par l'humour. Hein, c'est notamment quand elle apparaît dans des sketchs pour le Saturday Night Live, où elle fait des clips de rap qui sont juste géniaux, en fait, où on se rend compte que voilà, elle en a pleinement conscience de cette fonction de star qu'elle a, effectivement, et donc elle va en jouer euh, en enrichissant le côté glamour avec Dior, ou au contraire,
et c'est ça qui est paradoxal aussi, elle va complètement en déjouer en apparaissant avec les cheveux très courts dans une parodie de clip de hip-hop, où elle s'exprime de façon extrêmement grossière. Et c'est ça qui est génial avec Nathalie Portman, c'est qu'elle a autant la maîtrise sur ses apparitions à l'écran et sur le langage de son corps à l'écran que sur son image publique, clairement. Alors, je rappelle, c'est Nathalie Portman, Dualité au pluriel, c'est édité chez Leitmotiv, et c'est signé Jacques Demange. Dernière question. Ce que représente Nathalie Portman, j'imagine, c'est pas quelque chose de nouveau, ça dit pas forcément quelque chose de l'Amérique, de la société américaine nouvelle, c'est un truc qui est plutôt intemporel, j'imagine. Alors c'est quelque chose qui est plutôt intemporel effectivement, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'au cours de l'ouvrage, j'évoque aussi des parallèles, par exemple avec Ingrid Bergman, ou avec Audrey Hepburn. Je pense aux collaborations de Bergman avec Rossellini, notamment, et interroger aussi la question du féminin, mais là dans les années 50, et on se rend compte qu'il y a des échos avec Nathalie Portman aujourd'hui. Alors ça a quelque chose d'intemporel, ça évoque effectivement la question du féminin au cinéma, c'était quelque chose qui me tenait à cœur de l'évoquer par le biais de cette actrice-là. Mais en même temps, moi, me semble-t-il, l'évolution de la carrière de Nathalie Portman a aussi quelque chose de très contextuel, dans le sens où ça prouve qu'aujourd'hui, on a sans doute une envie, un désir d'aborder les actrices autrement que ce qu'on faisait à l'époque. C'est vrai que comme vous le rappeliez au début de notre entretien, l'acteur de cinéma, c'est vrai que la critique, encore aujourd'hui, a du mal à l'aborder. Et c'est normal, parce que l'acteur de cinéma tient de l'évidence. Alors comment est-ce qu'on décrit l'évidence, finalement? Mais en même temps, c'est vrai que la star féminine, on l'a souvent limitée au rang de symbole. Et ce dont on se rend compte avec Nathalie Portman, qui, au-delà de sa carrière d'actrice, rappelons-le, est aussi réalisatrice et productrice, elle a sa propre société de production, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus souvent, même si c'est pas totalement nouveau, évidemment, mais de plus en plus souvent, il est possible pour une jeune femme de faire carrière à Hollywood et d'affirmer son autonomie créatrice et artistique. Donc oui, il y a quelque chose d'intemporel, et en même temps, il y a quelque chose de très contextuel. On revient à la dualité, en fin de compte. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un lien, vous cliquez dessus et vous tombez sur ce livre, Nathalie Portman, Dualité, c'est édité chez Leitmotiv. Merci beaucoup, Jacques Demange, d'avoir accepté cet entretien et de nous avoir donné, on va dire, 2-3% de ce qui se trouve dans le livre. Le reste, il faut le découvrir, il faut cliquer sur le lien. Merci beaucoup, en tout cas. Bien sûr. Merci beaucoup. Générique. Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle.